Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire de la lecture ce soir. Je vais vous lire les derniers paragraphes du livre hyper intéressant, L'escrologie. J'espère que ça vous intéressera et que vous aurez envie de lire l'entier du livre. Quel héritage vont laisser les nations européennes à leurs générations futures? Pour la secte du climat, le seul héritage possible est l'héritage climatique. On détruit toute forme de civilisation en Europe dans l'espoir d'éviter une augmentation de 1,5 degré des températures dont on l'accuse de causer. Cette ultime menace n'a pas même été prouvée, mais elle est devenue parole d'évangile et le sacrifice a déjà commencé. C'est la faute de l'homme blanc, nous disent les activistes du climat, et il faut le sanctionner à la hauteur de son crime. Pourtant, c'est le carbone qui a sauvé l'Europe. Avant la révolution industrielle, ce continent froid et pauvre en ressources naturelles était abonné aux catastrophes. Il eut des époques où seuls les rois et les nobles mangeaient à leur faim. En 1315, la fin du réchauffement climatique médiéval a été marquée par une entrée brutale dans le petit âge glaciaire. Le phénomène a commencé par près de 6 mois de pluie incessante qui ont duré tout le printemps puis l'été. Quand l'hiver arriva, il était trop froid et causa des mois de gel constant sur la plus grande partie du continent. En cette année 1315, personne ne récolta rien du tout. On priait en consommant les réserves des années précédentes. En 1316 et le printemps, entre 1316 et le printemps, arriva des pluies torrentielles comme celles de l'année précédente. Les terres inondées ne donnaient plus de récolte. Le bétail chétif et affamé commença à mourir. Il n'y avait plus de lait, plus de viande et plus de réserves. On ne pouvait pas juste traverser la route pour aller au supermarché acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. En ces temps-là, on mangeait local et on crevait sur place. Malgré les lois contre la spéculation, le prix du blé s'est multiplié par 5 et il n'y en avait pas pour tout le monde. En quelques années, les gens mouraient de faim, par millions. Des paysans désespérés ont mangé les graines des années suivantes. D'autres tentaient de cuire les herbes sauvages ou les écorces des arbres. Les personnes les plus fragiles étaient abandonnées pour sauver les autres. On a mangé les chevaux, les chiens, les chats et les animaux sauvages qu'on attrapait dans les forêts. Certains chroniqueurs parlent de cannibalisme. Rumeur ou réalité, il se disait que des maraudeurs ouvraient les tombes fraîches à la tombée de la nuit pour voler les corps humains. Sous une pluie battante à la lueur d'une lanterne, des individus hirsutes et cadavériques retournaient à la boue à la main en convoitant la chair que pouvait leur apporter le dépsage d'un défunt. On ne trouvait pas beaucoup de végétaliens en ces temps-là. Dans les villes, les corps nécessiteux s'entassaient dans les rues. Personne n'avait l'énergie de les enterrer. Les voleurs sévissaient et les gens en arrivaient aux mains pour un bout de pain. Dans ces conditions sanitaires épouvantables, les épidémies ont trouvé un terrain propice et emportaient leur lot de maladies. Il fallut attendre 1322 pour voir le climat des pays du nord des Alpes se stabiliser un peu et permettre une reprise progressive de la production agricole. À l'époque, malgré toutes les folies et les superstitions, personne n'est venu exiger de l'argent ou accuser les paix de vache d'avoir déréglé le climat. Quelques années plus tard, en 1347, est arrivée une plaie grave, plus grave que la famine, la peste noire. Elle va tuer la moitié des Européens en se propageant de manière fulgurante. Des villages entiers sont enrayés de la carte. L'humanité s'est trouvée à 2 doigts de s'éteindre. Dans les villes européennes, des millions de cadavres recouvrent les bubons pourrissants à l'air libre et le silence total était retombé. Les rares personnes épargnées par un miracle du système immunitaire évoluaient comme des fantômes dans l'odeur oppressante de la charogne. À Paris, dans les rues où se trouvaient aujourd'hui des magasins de mode
tenus par des vendeurs anorexiques, des corps gonflés par les décompositions s'entassaient. Cette peste, qui a commencé en 1347, a duré jusqu'en 1351. Le déclin démographique causé a été sans pareil dans l'histoire de l'humanité. Le climat de la famine et les épidémies frappent encore à de nombreuses reprises au cours des siècles suivants. Lors de l'hiver de 1709, dit de la Saint-Martin, il faisait moins 17 degrés à Marseille et les bateaux du Vieux-Port ont été piégés par la glace. Les oliviers de Grassois ont dû être abattus suite à leur destruction par le gel. On pouvait traverser à pied presque tous les fleuves européens. Comme les récoltes étaient ravagées par plusieurs centaines de milliers de personnes sont mortes de famine, d'autant plus que les hivers suivants se sont montrés presque aussi froids que celui de 1709. Dans les années 1600, au XVIIe siècle, la Suisse était déchirée par une misère et une pauvreté endémiques. Les Helvètes ne mangeaient pas à leur faim et souvent ils en mouraient. Ce croissant de terre pris dans les chaînes montagneuses connaissait des hivers rigoureux et des saisons trop douces, trop pluvieuses, qui rendaient la production agricole plus qu'incertaine. Les montagnards se trouvaient à une mauvaise récolte, près de la catastrophe. La plupart des paysans ne possédaient pas la terre où ils travaillaient. Celle-ci appartenait à des riches seigneurs qui peuplaient les salons mondains des grandes villes et dont le train de vie était soutenu par de lourdes taxes qu'ils prélevaient sur les affamés qui travaillaient la terre. Quand ces derniers se soulevaient contre la spoliation, les autorités les broyaient avec sauvagerie. C'est aussi l'occasion de se souvenir que l'escroquerie n'est qu'un phénomène nouveau, qu'en apparence seulement. Dans le fond, toute l'histoire écrite n'est qu'une lutte à mort entre l'hyperclasse et les opprimés dont elle pompe le suc vital. Les histoires de carbone et de climat ne sont qu'un habillage contemporain de cette lutte dont le mécanisme profond existe depuis un temps immémorial. L'hyperclasse aurait pu dire « Il n'y a pas assez d'air pour tout le monde, nous allons nous priver d'air et il faudra nous payer un tribut pour le droit de l'utiliser ». Ils auraient aussi pu annoncer les moteurs de chauffage, les animaux d'élevage, votre travail, votre vie, utilisent de l'air. Et nous allons donc prélever une taxe air et émettre des certificats air qu'on négocie dans les bourses que nous contrôlons. Mais vu le symbolique rattaché à la restriction de l'air ou l'étouffement, la résistance à un tel projet aurait été forte. Pourtant, le carbone, c'est exactement la même histoire. Déjà, il ne s'agit pas de carbone, mais de dioxyde de carbone, ou CO2. Il est le résultat de la respiration, par exemple. De manière générale, le CO2 est le résultat des activités qui utilisent de l'air. Quand on brûle un hydrocarbure dans un moteur, on consomme de l'air et on émet en retour de la vapeur d'eau et du CO2. La production du CO2 est proportionnelle à la consommation d'air. Taxer le CO2 est une manière de taxer l'air, sans le dire directement. Retour à la Suisse du XVIIe siècle. Les paysans servaient la terre de père en fils, mais ne tombaient dans leurs escarcelles que les miettes de ce qu'ils produisaient. L'essentiel de l'usufruit partait dans les coffres des rentiers. Ce système de rente est la caractéristique principale et définissante du système féodal. Notre époque voit le retour du féodalisme avec de plus en plus de rentiers en haut de la pyramide. Toutes les théories climatiques ne sont qu'un système pour exiger une rente sur l'air que nous respirons ou que nous utilisons dans nos activités de vie. Le climatisme est un féodalisme qui s'est approprié l'air et veut payer un droit pour son utilisation. Au plus bas de leur misère, les déclassés helvétiques ont dû avoir recours à une solution extrême, vendre leurs enfants. Les filles partaient faire le ménage dans les pays voisins, les garçons les plus vigoureux se négociaient à bon prix sur le marché des mercenaires. Il existe un artefact moderne qui témoigne de ceci. Jusqu'à maintenant, la garde pontificale est composée exclusivement
de jeunes Suisses catholiques et célibataires de 19 à 30 ans. C'est une tradition que le Vatican perpétue depuis 1506, lors du règne du pape Jules II. À l'époque, le métier n'était pas que cérémonial et les guerres de religion étaient une réalité à travers l'Europe. Beaucoup de ces jeunes vendus à ces maîtres de guerre ne revenaient jamais à la maison. Parfois, sur le chemin du retour, ils étaient attaqués par des brigands et perdaient le défraiement pour lequel ils avaient sacrifié un œil, un bras ou une jambe. L'insécurité n'était pas qu'un sentiment. Tout ceci nous dit une chose. Sans la révolution industrielle et l'utilisation de technologies qui relâchent le carbone, l'Europe n'est qu'une éponge glacée et peuplée principalement de gueux qui survivent de famine en famine et de fragiles au visage poudré qui accaparent toutes les ressources. C'est vers ces âges sombres que l'Europe reviendra si elle continue à nourrir une phobie énergétique à la demande de sa caste de nantis. De plus, avec la technologie de surveillance de masse disponible aujourd'hui, ces derniers espèrent avoir une meilleure donne que lors des siècles passés. Ils pensent pouvoir installer une dictature totale et absolue qui pourra durer pour l'éternité. Ceux qui tenteront de se révolter seront considérés comme des ennemis du climat et accusés de vouloir causer la mort de millions de gens par des actions terroristes comme chauffer un domicile, lancer un climatiseur, produire ou distribuer de la nourriture non approuvée, voyager en avion, prendre une douche en dehors du quota approuvé, critiquer les vélos, etc. La réalité est que cette dictature technologique n'aura jamais lieu, ou bien que de manière transitoire seulement. Une fois que l'Europe éteindra le dernier moteur et fermera la dernière usine, elle plongera très vite de nouveau dans des âges sombres. Espérons que les autres pays seront généreux et que viendront bombarder de palettes de corned beef ces peuples nus qui font signe dans la forêt. Ces pays jadis puissants, il suffira d'un jour sans vent pour qu'ils soient vaincus. La suite, je vous laisse la découvrir en lisant l'escrologie. À bientôt!